Est-ce que tu savais que si tu es comme moi, un homme qui fait du sexe avec d'autres hommes, multipartenaires, la reco, c'est de te faire dépister tous les 3 mois. Un peu comme le dentiste, détartrage une fois par an, dépistage tous les 3 mois. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de partenaires ou que tu fais pas des trucs super olé olé. Plus d'infos sur le site de mon partenaire, sexosafe.fr. Bisous. Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Vous écoutez la première partie du témoignage d'Enor. Est-ce que t'as des questions avant qu'on commence? Pas vraiment. Comme je t'avais dit, c'est pas forcément mon habitude de me livrer comme ça, donc je vais faire au mieux. Donc peut-être que par moment t'auras besoin de guider, reposer une question histoire de me relancer sur un axe ou autre. Y a aucun problème. Justement, en fait, j'ai envie de commencer par là. Pourquoi t'as eu envie de témoigner alors que tu dis à juste titre c'est pas quelque chose dans lequel tu es normalement à l'aise? Parce que c'est quelque chose dont je suis pas à l'aise de faire de moi-même. Mais quand on me le demande, j'ai aucun souci à me livrer, on va dire. Et c'est un sujet que je trouve intéressant, que je trouve important d'explorer, de développer et de libéraliser, sans qu'il y ait de tabou ou autre. Tu t'appelles comment? Enor. Ça marche. Et est-ce qu'on parle de Twitter ou pas? Oui, on peut. Ouais. Parce que ça, c'est ton pseudo sur Twitter. C'est ça. Tu as quel âge? 23 ans. Ok. Tu disais pourquoi t'as envie de participer, parce que tu penses que c'est un sujet important et un sujet que t'as envie de libéraliser. Selon toi, c'est quoi le problème aujourd'hui que tu vois? C'est encore pas forcément dans la communauté LGBT+, mais de manière générale la société très hétéronormée, mais la sexualité qui est vraiment encore un tabou. Juste petite chose simple, par exemple, on est toujours gêné d'aller acheter des capotes au supermarché, alors que... Toi, tu l'es? Non, pas du tout. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir dans ton quotidien, qu'est-ce que concrètement, ces limitations, cette société hétéronormée, comment elle t'impacte? Toi, Enor. Sur, par exemple, les infections sexuellement transmissibles. J'ai déjà eu plusieurs mésaventures sur des médecins, je vais carrément dire incompétents, sur le sujet. Donc ça pose problème parce que moi j'ai une culture scientifique et médicale qui est suffisamment importante pour pouvoir contredire même un médecin sur le sujet. Je fais mes recherches et tout ça, mais quelqu'un de lambda, j'ai déjà eu des amis hétéros ou non qui ont eu des soucis et au final quand ils m'en parlaient de ce qu'avait dit le médecin, c'était n'importe quoi. T'as un exemple concret? Oui, par exemple, chlamydia, faire un dépistage sanguin, c'est complètement inutile parce que ça va juste révéler que il y a eu une chlamydia un jour, mais pas forcément encore active. Il y a eu un jour, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a un mois, mais ça ne donne aucune indication si on est ou pas positif à chlamydia, contrairement à un dépistage local. Donc c'est ouf. Là en l'occurrence c'était une jeune femme et son médecin a refusé de lui faire ensuite un dépistage de contrôle pour vérifier s'il y avait toujours ou non chlamydia et qui disait que de toute façon même si elle l'avait c'était pas grave, tant qu'elle avait pas de symptômes ça portait pas de soucis, alors que il peut y avoir des problèmes de stérilité, de grossesse extra-utérine. Toi t'as fait comment du coup pour trouver un médecin plus LGBT friendly, ou en tout cas parce que est-ce que c'est lié au fait que l'incompétence des médecins est liée au fait qu'ils sont peu connectés à la réalité sexuelle des personnes LGBT, ou tu fais le lien toi? Je pense pas que ça soit ça. Après moi je suis de province, donc il y a aussi ce côté-là.
je suis moins à rechercher un médecin qui soit LGBT friendly, parce que sinon ça va être compliqué à trouver, très honnêtement. Mais je cherche surtout un médecin qui soit compétent et qui écoute, qui ne se place pas comme je suis médecin, c'est moi qui ai le savoir absolu et tout ça. Je cherche plutôt, enfin, par exemple, mon médecin actuel, la PrEP, elle connaissait pas du tout. C'est moi qui l'ai formé, c'est un grand mot, mais sensibilisé. Qui l'ai sensibilisé et qui lui ai donné les ressources que j'avais trouvées avec, par exemple, un site qui permet aux professionnels de santé de se former concernant la PrEP. C'est moi qui lui ai transmis ça et elle s'est formée avant de pouvoir me prescrire et elle était super compréhensive là-dessus. Elle me disait c'est bien, j'apprends avec vous et je préfère cette mentalité-là. C'est cool, plutôt que non, c'est moi qui sais, qui est un peu dommage comme j'ai pu recevoir. Ouais. Enor, ça vient d'où déjà Enor? Enor, c'est une petite métaphore par rapport à mon nom. Mais voilà, c'est juste, j'aime bien ce nom-là. Ok. Donc tu veux pas dire parce que sinon on pourrait savoir qui tu es. C'est ça. Ok, d'accord. Aujourd'hui, là tout de suite, de 0 à 100, tu dirais sexuellement épanoui à combien? Aujourd'hui, tout de suite, je dirais 40. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que les 40 disent? C'est par rapport à différentes mésaventures que j'ai là où je réside actuellement, dans la ville où je réside, qui est dans la province assez profonde. Ok. Et où en fait j'ai subi du cyberharcèlement sur des applis de rencontre. Là, en l'occurrence, c'était sur Grindr, qui était cyberharcèlement qui, bon, même s'il n'y a pas besoin de justification, mais qui était complètement injustifié et gratuit. Parce que, en l'occurrence, pour recontextualiser, je venais d'arriver dans cette ville pour mes études. Ça faisait une semaine que j'y étais. Je venais d'emménager. J'étais encore dans un logement étudiant temporaire du Crous. Et je me suis dit, autant faire des rencontres. Donc, sans recherche particulière. Et en fait, au bout d'une semaine, alors que j'avais commencé à parler qu'avec 5 mecs et je n'avais rencontré personne, j'avais prévu de rencontrer personne, rien. J'avais à peine parlé de sexe avec ces personnes-là. J'ai commencé à recevoir des insultes d'un compte Grindr. D'un compte Grindr anonyme, complètement anonyme, sans photo, sans information, rien. Ok. Avec des insultes, espèce de dégénéré sexuel, avec ta gueule d'autiste, ça t'amuse donc en l'occurrence, de mettre des poings dans le cul des gens, de leur pisser à la gueule, de leur cracher dessus et tout ça. Donc ça fait partie des pratiques que je peux faire, en effet. Enfin, personnellement, j'ai des kinks qui sont super ouverts et des pratiques super ouvertes, mais comment cette personne pouvait savoir? C'est par rapport aux peu de personnes avec qui j'avais pu parler de sexualité, où j'avais dit, quand on me pose la question, c'est quoi tes pratiques, je dis, je suis ouvert, je dis que personnellement mes limites, c'est le sang, le chemsex et la scatophilie. Ok. Mais du coup, que je recontextualise, comme tu m'as donné ton go, toi aujourd'hui t'as un compte Twitter qui est suivi par combien de personnes? Là, je viens d'atteindre 25 000. Ok. Et qui propose plutôt du contenu porno? C'est ça. Par plutôt, c'était un euphémisme pour principe uniquement. Oui, uniquement. Est-ce que t'as d'autres discours dessus? Sur ce Twitter? Très très rarement. Ça m'est déjà arrivé de vouloir pousser des coups de gueule par rapport à comme je disais, par exemple le discours un peu dégradant concernant les infections sexuellement transmissibles. Dire par exemple est-ce que t'es clean, par exemple, cette expression-là qu'on rencontre souvent sur Grindr ou autre, qui est complètement abusive, parce que c'est pas parce que quelqu'un a une IST qu'il n'est pas clean. Les IST sont pas un manque d'hygiène. Tout ça. Donc ça m'est arrivé de pousser des petits coups de gueule. Mais 90% c'est du contenu porno. On peut même atteindre 99, 99,5. Allez, c'est parti. Quel type du coup de porno? Donc est-ce que c'est toi que tu mets en scène? De temps en temps, ouais. Et parfois c'est juste des repartages. C'est ça. Ok. Ça dépend en fait de mes rencontres, si mes partenaires sont d'accord pour filmer, mais également pour partager. Il y a quelques vidéos de moi avec des partenaires, sinon principalement c'est du contenu perso.
juste moi. Et ensuite, en effet, plutôt des repartages. C'est quoi j'allais dire, c'est quoi ta ligne éditoriale? T'en as dit pourquoi il y a, t'as dit 20 000 personnes? 25 000 personnes. Qu'est-ce que tu proposes comme sexe? Plutôt une sexualité hard. Par exemple, il y a beaucoup sur mon profil de contenu concernant la chasteté, enfin les cages de chasteté, de temps en temps du fist, toutes ces pratiques-là. Toi, t'incarnes un domi. Ouais. Tu es domi dans la vie. Oui. Et c'est pour ça que les gens viennent à toi. Tout à fait. Et la taille de ta bite. Je t'aide un peu parce qu'en gros, je faisais des questions un peu ouvertes, mais on est quand même d'accord que c'est ça. Oui. Qui, ça a été quoi pour toi le déclic? Pourquoi t'es sur Twitter et pourquoi tu fais ça? Ça te fait kiffer? C'est ça, parce que en fait, j'aime bien plaire avec mon corps, même de manière générale dans ma vie perso. Donc c'est vrai que cet aspect-là sur Twitter, c'est une sexualité qui est facile, clairement, qui est plus interactive et personnelle entre guillemets que aller tout simplement sur Pornhub ou d'autres sites porno où là on va chercher une vidéo et ensuite on va se branler, gicler et puis on ferme l'historique et voilà. Là c'est plus interactif, c'est plus personnel, on peut. Explique-moi. En quoi c'est interactif? On échange avec des vraies personnes. Enfin, là, je discute, par exemple, mon compte, je pense qu'il a aussi cette particularité-là, c'est que même si j'ai 25 000 abonnés, en fait, juste s'il y a quelqu'un qui me plaît sur Twitter, je vais parler avec lui et je vais pas hésiter à échanger longuement avec, à beaucoup discuter avec, contrairement à des comptes qui sont vraiment fermés et juste ils postent leur contenu et rien d'autre. Par exemple, pour l'instant, j'ai pas de plateforme type OnlyFans ou Top for Fans. J'ai des comptes mais j'ai rien dessus. Tu gagnes pas d'argent avec ton Twitter. C'est ça. C'est vraiment ton kiff. C'est ça. Donc t'échanges avec des gens pour avoir des rapports sexuels avec eux, enfin pour baiser avec eux. Ouais, ou même juste pour échanger. Il y en a, par exemple, je sais très bien que je les rencontrerai jamais, mais juste vous vous envoyez des photos, des vidéos. Ça, on nude ensemble. Vous vous chauffez. C'est ça. On nude ensemble. C'est ça. Ah, je savais pas que c'était un verbe. Et j'avais envie de poser ce contexte parce que du coup, je te propose qu'on investigue cette partie-là un peu plus tard et qu'on revienne au premier sujet que tu as voulu exprimer. On est de retour dans cette ville où tu débarques et où tu commences à te faire cyberharceler. Et ma question, c'était, est-ce que c'est quelqu'un qui avait fait la connexion? Montres-tu ton visage sur Twitter? Est-ce que cette personne a pu faire la connexion entre le Twitter et Non, je cloisonne beaucoup ma vie personnelle et ma vie privée, c'est-à-dire mon Twitter, ma sexualité, tout ça, dans le sens où j'en vois jamais, même à des personnes que je connais bien, j'en vois jamais, ou alors très très rarement, des nudes avec mon visage. Sur mon Twitter, il n'y a jamais mon visage. Si jamais il y a quelqu'un avec qui je discute bien et avec qui je veux échanger plus au-delà de Twitter, on va passer sur une autre plateforme type WhatsApp, Instagram ou autre. Où là ça sera mes profils personnels, où là je vais possiblement envoyer mon visage, mais jamais sur Twitter. En tout cas, là c'est gratuit, tu te fais insulter. C'est ça. Et il n'y a pas de lien avec ta présence publique, ok. Ouais. Dans ces cas-là, moi ça ne m'est jamais arrivé. Et ça fait 10 ans que je suis sur Grindr, enfin avec parfois j'y suis pas, mais moi si ça m'est arrivé, moi je bloque la personne et je me sens assez en sécurité. Est-ce que tu fais ça? C'est ce que j'ai voulu faire. Bien sûr, c'est pas la première fois que j'ai des messages d'insultes. Enfin, il y a toujours des gens malheureusement qui ont du temps à perdre. À toi, ça t'est arrivé plusieurs fois? Oui, Que dit ton profil sur Grindr? Pas grand chose, il y a juste mon visage, même pas mon corps ou quoi sur mon profil, enfin sur ce qu'on peut voir d'extérieur. Et juste je dis même pas que je recherche du sexe direct ou autre, c'est vraiment d'habitude je dis quand on me demande ce que je recherche des échanges, du dialogue. Mais sur ton profil, il y a pas toi tu te fais insulter par des gens qui juste avec ta photo, et est-ce que tu mets domi, est-ce que tu mets des pratiques? Ok, donc gratuit. Juste que je suis actif, que je recherche ce que je recherche, il y a tout de suite. Ah, c'est ouf, ouais. Mais c'est tout. Ouais, et du coup, c'est trop bizarre que moi j'ai pas vécu ça, alors que pour le coup, on a l'air d'avoir des profils similaires du coup. Oui. C'est bizarre, ok. Et donc tu bloques? Bien sûr, j'ai bloqué, sauf que la personne revenait avec de nouveaux profils. Au départ, c'était tous les 2 jours, on va dire.
Ensuite, c'était tous les jours. Et il y a eu des fois où, dans le même après-midi, j'ai eu 3 profils anonymes différents qui revenaient m'insulter. Donc au départ, je bloquais tout simplement, sans répondre, sans perdre de temps. Ensuite, j'ai commencé à vouloir réagir en disant à la personne d'aller se faire foutre, hein, clairement. Mais ça ne marchait pas. Donc j'ai tous les screens toutes les preuves, on va dire, de ces profils-là, tous les échanges, le peu d'informations qu'il y avait sur les profils. J'ai même eu par moments des profils qui semblaient safe, qui commençaient à me parler, et au final, la personne utilisait le même profil pour m'insulter, et en fait, c'était juste des fausses photos qui avaient voulu un peu s'infiltrer dans mes messages pour avoir, je ne sais pas, des photos, des informations sur moi, et ensuite pouvoir les utiliser contre moi. J'ai également eu des personnes lambda qui venaient par exemple en me disant directement tu fais de l'uro. Donc oui, ça fait partie de mes pratiques, mais c'est pas quelque chose que je pratique régulièrement ou sur lequel j'échange fréquemment. Et donc j'avais dit par exemple que non, mais que c'était quelque chose que mon harceleur utilisait contre moi. Et donc j'avais demandé à cette personne de m'indiquer qui lui avait dit ça, même juste son profil ou autre. Et on était gentiment allé m'envoyer balader en me disant que mes histoires de harcèlement entre guillemets ça les regardait pas, qu'ils avaient passé l'âge là-dessus et que c'était pas qu'une seule personne, que c'était des bruits de couloir, que tout le monde le disait. Parce que moi je comprends que dans une plus petite ville, en fait sur Grindr tout le monde se connaît. Tout le monde se parle et tout le monde se connaît. C'est ça, des bruits de couloir? Sans doute, mais en l'occurrence, cette ville-là, je la connaissais pas. Je venais d'arriver, je ne connais personne là-bas. Même encore maintenant, ça fait quasiment 3 ans que j'y suis, je connais personne parce que il y a eu cette histoire-là qui m'a beaucoup freiné, bien entendu, mais également parce que j'ai jamais sociabilisé avec les gens de cette ville. Mais j'ai été dans des villes qui étaient plus petites et où je connaissais beaucoup plus de monde et j'ai jamais eu de soucis. C'est vraiment cette ville qui est assez profonde, on va dire, pas très ouverte d'esprit de manière générale et encore moins sur la question LGBT. Tu peux m'amener dans la réalité de cet harcèlement? En fait, en réfléchissant à notre échange, je me suis projeté. En fait, je vais être honnête avec toi, au début, je ne comprenais pas. En général, quand on parlait de cyberharcèlement, mais tu vois, si je te partage un peu une pensée fulgurante qui me passait il y a quelque temps, au début, où j'entendais pas de cyberharcèlement, je faisais du déni. Je disais mais non, tu bloques la personne. Notamment, j'étais assez surpris de gens sur Twitter, donc profil public, qui souhaitent vivre l'expérience Twitter où tout le monde peut dire son avis. Oui. Je disais mais c'est bizarre. C'est quoi le délire? Tu dis un truc, après, à plein de gens qui disent je suis pas d'accord ou qui t'insultent, c'est le jeu, n'est-ce pas? Et en fait, je me suis renseigné et je me suis projeté dans la réalité de recevoir. C'est une chose de recevoir un message en disant je suis pas d'accord avec vous de façon plus ou moins agressive. C'est une autre, et je crois que c'est ça que tu expliques, avec lequel je me connecte, de recevoir matin, midi, soir, heure après heure ou jour après jour des mêmes messages d'insultes de quelqu'un qui semble déterminé à te nuire. C'est ça? C'est ça, c'est que en fait ce harcèlement d'une part il était jour après jour, mais en plus il a duré. C'est pas l'histoire d'une semaine, c'est que ça a duré concrètement de septembre 2020 à avril 2021 de manière continue. Et en fait j'ai un caractère qui fait que, et puis même de toute manière ce n'était pas moi qui étais en tort. Donc ce n'était pas moi, même si je n'avais pas besoin de Grindr, ce n'était pas à moi d'arrêter Grindr pour faire plaisir entre guillemets à mon harceleur. Parce que, en l'occurrence, même si j'aime pas me positionner comme ça, mais c'était moi la victime. Donc ce n'était pas à moi, c'était pas moi qui étais en tort. Donc c'était pas à moi d'agir contre ça. Et donc j'ai voulu maintenir Grindr même si je n'y allais plus. Au bout d'un moment, j'ai abandonné dans le sens où c'était tellement pesant. En plus, j'étais loin de mon cadre familial. J'étais dans une nouvelle ville qui est pas très vivante. Donc en fait, j'ai commencé à avoir des idées noires, une petite déprime quoi. Entre novembre et décembre jusqu'à janvier même, avec limite des idées suicidaires, des
des excès de colère en fait, parce que justement cette incompréhension et cette vulnérabilité et le fait de plus pouvoir maîtriser ma vie, parce que même si j'avais envie de faire des rencontres, et ben j'étais toujours avec cette angoisse là, même encore aujourd'hui en fait, quand je suis tout seul le soir dans cette ville, que je traverse un bar où il y a beaucoup de monde par exemple, dans une rue, je suis toujours un peu stressé. Donc c'est pas du tout mon caractère et j'ai horreur de cet effet-là que ça a eu sur moi. Et donc ouais, et au final j'ai pu faire aucune rencontre sur cette ville. Est-ce que tu arrives à faire un pont à connecter comment ce harcèlement impacte ta santé mentale? C'est-à-dire, c'est peut-être une question bête, mais en quoi intimement ça vient attaquer ton cœur? Tu vois, parce que on pourrait dire c'est très chiant, c'est répétitif, ça saoule, mais là c'est venu en fait s'immiscer. C'est ça. Est-ce que tu comprends pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment un inconnu qui insulte peut avoir sur nous ce pouvoir? Bah je pense que c'est ça, c'est comme je disais, c'est cet effet de vulnérabilité et de totale perte de maîtrise sur sa vie et sur son entourage et sur le fait qu'on ne se sent plus en sécurité. En fait, quand je comme je disais, quand je me balade le soir, j'ai toujours peur de croiser mon harceleur sans savoir que c'est lui. Parce que en fait, cette personne incarne une telle détermination de nuisance que du coup, tu te dis, les frontières sont poreuses, il va me retrouver. C'est ça, c'est que même là, par exemple, donc j'ai arrêté Grindr depuis, mais donc le harcèlement, il a commencé en septembre 2020. Là, cette semaine encore, j'ai voulu comme ça réinstaller Grindr pour voir. Et dès le lendemain d'avoir réinstallé Grindr, donc aujourd'hui, en octobre 2022, j'ai reçu à nouveau des messages. 2 ans après. De cette même personne. De cette même personne. Oh là là là. 2 ans après. Alors que pendant quasiment 2 ans, je n'étais plus sur cette application, c'était un nouveau profil et tout ça. Donc, est-ce ça me choque, est-ce que Grindr peut faire quelque chose? T'as essayé de les contacter? J'ai essayé de les contacter, j'ai posté plusieurs signalements en disant à chaque fois que c'était une même personne qui me harcelait. À chaque fois, en plus de bloquer, je faisais un signalement. Je n'ai jamais eu de réponse. Ouais. Il y a une totale invisibilisation des signalements et on n'a aucune visibilité sur la suite sur Grindr. Quand je compare par exemple à Twitter, où là en fait on a un accusé de réception de notre signalement, on peut suivre la trace de notre signalement. Ce que je trouve très bien, même s'il y a encore du travail à faire. Mais sur Grindr, on n'a aucune visibilité là-dessus. Et c'est vraiment dommage. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui vivent la même expérience que toi? Est-ce que t'as déjà entendu parler d'autres personnes Non, honnêtement, non. T'as cherché d'autres gens qui sont dans la même situation? Non, j'ai des amis qui sont sur Grindr dans la même ville que moi, qui heureusement pour eux n'ont jamais eu de soucis. Donc tant mieux pour eux. Mais autrement, non. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent et à qui ça arrive, est-ce que t'aimerais qu'ils te contactent? En vrai, t'as vraiment le droit de dire non en mode. Est-ce que ça, pour toi, ça pourrait t'aider si jamais il y avait d'autres gens qui ont dit oui, ça m'est arrivé, voilà ce que j'en ai fait, ou pas? Honnêtement, non, parce que je constitue mon dossier, on va dire, mes preuves et tout ça, et en fait, ça fait longtemps que j'aurais pu porter plainte, par exemple. C'est mon but. C'est pour ça que je continue à faire mes recherches et que je continue de constituer ce dossier. Mais en fait, je me vois mal porter plainte contre X, d'une part, parce que c'est une personne anonyme. Pour cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est encore trop peu pris au sérieux, et encore moins sur une appli de rencontre gay dans une ville qui est assez peu ouverte. Donc en fait, j'ai tous ces éléments-là qui me freinent dans mon envie de porter plainte. Mais peut-être qu'un jour je le ferai dès que j'aurai plus d'informations. Je sais que j'avais eu certains médias qui avaient voulu avoir mon témoignage sur cette histoire de harcèlement. En l'occurrence, c'était Brut.
Parce que tu en as déjà parlé publiquement. C'est ça, j'en ai déjà parlé publiquement sur mon profil perso, Twitter. Donc pas mon profil Enor. C'est ça. Mais sur mon profil perso, j'avais une envie d'extérioriser en fait, et donc j'en avais parlé. Par la suite, j'avais une rédactrice de Brut qui m'avait contacté parce qu'il faisait un reportage là-dessus. Bon, au final, j'étais content de pas y avoir participé parce que c'était pas du tout le format qui me plaisait. En l'occurrence, c'était sponsorisé par Mythique pour vanter les mérites de leur nouvelle plateforme de suivi du harcèlement et tout ça, mais... Est-ce que tu as une intuition sur l'identité de cette ou ces personnes? Est-ce que tu comprends pourquoi toi? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas la même ouverture d'esprit au niveau des pratiques, ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. Mais quand je pratique du sexe hard, par exemple, je le fais toujours avec des personnes consentantes. Je suis très vigilant concernant le consentement. Même pendant le rapport, je redemande si tout va bien, si le consentement est OK. Et... Non mais attends, j'ai envie de te couper parce que t'as absolument pas à te justifier. Ah non, du tout. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est je comprends pas le lien que toi tu fais entre des pratiques hard consentantes et la malveillance de cette personne. C'est-à-dire les messages de cette ou de ces personnes harceleuses utilisent les pratiques hard pour t'insulter, c'est ça? C'est ça le point? Oui, entre autres. D'accord. Entre autres. Il te culpabilise d'avoir une sexualité hard. Parce que par exemple, dans les premiers messages que j'ai reçus, il y a eu également j'ai eu je cite, j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir traumatisées parce que tu leur avais fait, espèce de dégénéré sexuel, voilà, en citant différentes pratiques hard que je fais ou non. Il y en avait certaines que je ne pratique pas et qu'il a fabulé là-dessus. C'était un moment où tu étais dans cette ville depuis suffisamment de temps et tu avais eu quelques rapports sexuels? Pas du tout. C'est ça, donc cette personne invente complètement. T'avais pas eu le temps encore d'avoir du sexe? C'est ça, ça faisait une semaine ou deux que mon harcèlement avait commencé. Donc ça faisait 3 semaines que j'étais sur cette ville, j'avais rencontré toujours personne. Enfin, il y avait toujours cette imagination là, mais qui porte au final sur la diffamation, quoi. Est-ce que moi je peux t'aider? Est-ce que les gens qui t'entourent, ou moi, donc moi un inconnu ou des gens plus proches, imaginons qu'il y ait des gens qui connaissent quelqu'un qui vivent ta situation, est-ce que toi tu as des idées de comment tu peux être aidé, toi? Je sais pas trop, honnêtement. Je pense pas, parce que comme je disais, je sais pas, j'ai appris à en parler, à partager ça, à extérioriser ça auprès de mon entourage. Enfin, quand je dis mon entourage, je parle de mes amis, qui même encore aujourd'hui, moi, j'en ai certains qui m'ont dit, je me rendais pas compte à quel point ça t'avait impacté. Quand je leur ai dit, par exemple, que j'étais pas rassuré quand je rentrais le soir tout seul. Parce que au final, tu penses qu'ils faisaient la même erreur que moi en ne comprenant pas trop comment quelques messages peuvent tout changer? Peut-être, ouais, je pense. Et puis en plus, quand je leur en parlais, j'en parlais sur le ton de la légèreté. Et bon, c'était peut-être une erreur aussi de ma part, c'est que je disais il y a mon fan numéro 1 qui est revenu me harceler. Donc je préférais le prendre ça sur le ton de l'humour, même si au final ça m'impactait quand même vraiment, plus que ce que je n'aurais voulu. Mais ça, malheureusement, on maîtrise pas. Ouais, bien sûr. C'est quoi la suite? Parce qu'en fait, moi j'aimerais qu'on continue ton témoignage, parce qu'en fait, il y a ça, et il y a aussi d'autres choses dans ta vie sexuelle, et du coup, j'ai envie qu'on limite pas ton témoignage à ça, et puis on en a parlé ensemble, et t'avais l'air d'être d'accord. Et du coup, si on voulait tenter de clôturer ce sujet-là, c'est quoi la suite? J'entends une attaque en justice? Oui, dès que possible, si j'ai les preuves suffisantes. Moi, par exemple, je pense qu'il est important d'aller voir un professionnel de santé pour partager ça aussi. Tu le fais? T'es en thérapie?
J'ai les papiers nécessaires, c'est-à-dire maintenant il y a des programmes pour avoir des séances chez le psy gratuitement avec une ordonnance du médecin. J'ai l'ordonnance, mais j'ai pas encore sauté le pas d'aller voir un psychologue. C'est mon tort. Qu'est-ce qui te retient? C'est justement le fait de trouver d'une part un psychologue LGBT friendly, parce que là ça touche à la question de la sexualité, ce qui est déjà quelque chose d'intime et de difficile d'aborder avec une personne lambda. Et mais en plus, c'est la sexualité gay, hard. Enfin, je veux dire, si je vais chez un psychologue, c'est pas pour édulcorer la vérité. Au contraire, là, le but, c'est, si je vais voir quelqu'un pour témoigner là-dessus, c'est de libérer la vérité vraie. Et donc, ça sert à rien de cacher certains éléments en me disant ah non, faut pas qu'il le sache, quelle idée il va avoir de moi, oui, ça va altérer son jugement ou pas. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. En fait, je t'entends faire un pont que j'avais mal entendu avant, étant donné que ce harcèlement utilise ces pratiques hors des normes sociales, ou en tout cas hors des films d'Hollywood, parce qu'en fait, le BDSM aujourd'hui, c'est mainstream. Pas 50 nuances degrés, non, du tout. D'accord. Et en fait, étant donné, quel est l'impact, en fait, c'est plutôt une question, quel est l'impact de ce cyberharcèlement sur ta sexualité? Si on revient sur le sujet de l'épanouissement sexuel, je te pose la question et tu dis, je suis épanoui à 40, donc principalement pas épanoui, et tu embrayes sur cette histoire-là, alors que cette histoire n'est pas de la sexualité à proprement parler. Est-ce que tu peux me faire le pont? En quoi ça impacte ta sexualité? C'est que par exemple, j'ai pris la décision de n'avoir aucun rapport sexuel ou aucun rapport même non sexuel avec des personnes de cette ville. C'est-à-dire que ma sexualité maintenant se résume à des rapports avec des personnes d'autres villes. Donc je me déplace ou la personne se déplace. Et même malgré cela, j'ai toujours un manque de confiance. J'ai toujours peur de, même quand quelqu'un vient chez moi, de donner les informations, de donner l'adresse, de donner mon nom, de tout ça. Donc il y a toujours cette appréhension-là qui, en fait, j'essaye de lutter contre ça parce que je veux pas que cette personne-là ait cet impact sur moi, ait ce pouvoir sur moi. Pourquoi rester dans cette ville? C'est pour mes études. Heureusement, je vais bientôt la quitter, sans regret. Mais parce que quand tu ouvres Grindr dans une autre ville, un autre endroit, as-tu le même problème? Non, clairement pas. Oui, donc cette ou ces personnes habitent dans cette ville. Habitent dans cette ville. Et étaient au courant que tu y déménageais. Puisque comment ils ont pu... En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils peuvent, quand tu débarques dans cette ville, savoir tes pratiques. C'est parce que j'avais échangé avec 400 personnes. D'accord. Et que peut-être qu'avec ces 400 personnes, j'ai commencé à parler sexualité pour prévoir un plan potentiel. Et quand on parlait sexualité, tu as dit tes désirs. Voilà. Est-ce que tu t'es renseigné, c'est pas mon cas, mais sur la psychologie des harceleurs, c'est-à-dire moi j'aurais une intuition que la personne a besoin d'un grief, a besoin d'un angle d'attaque pour justifier son délire. Or là, il y a aucune justification possible. Est-ce que tu t'es informé sur Pas du tout. Non. Pas du tout parce que comme je disais, en fait, non mais il y a pas de problème. Sachant que je suis pas en tort. Non, bien sûr. J'ai pas envie de perdre mon temps sur réfléchir à cette question-là. Juste. Toi, le seul angle pour ancrer son délire d'harceleur ou d'harceleuse, je sais pas, ça serait le fait que t'as parlé de pratiques hard avec des gens. C'est ça. C'est ça que tu sais, en tout cas pour le moment. Voilà. C'est des pratiques qui ne lui correspondaient pas et qu'il refuse catégoriquement et que du coup il harcèle sur ce point-là en attaquant sur ce point-là. C'est complètement absurde, mais... En quoi ce podcast t'aide? En quoi témoigner maintenant t'aide? Parce que je pense que c'est important d'en parler parce que par exemple quand on compare avec mon profil Twitter porno où on se dit voilà que il y a une sexualité débordante et tout ça, derrière il y a aussi quelqu'un et que même moi ça peut m'arriver de me faire harceler, donc ça peut arriver à n'importe qui. Pourquoi même moi? C'est qu'en fait quand t'incarnes un domi, t'incarnes une perfection ou un pouvoir, une maîtrise. Ouais.
Alors qu'au final, dans la sexualité, demi c'est juste un rôle, ça reste un rôle. Et il y a aussi là, ça concerne l'humain. Le harcèlement, ça concerne l'humain, pas le rôle. Ne manquez pas la suite de ce témoignage au prochain épisode. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc., francophones et partout dans le monde. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Dans la communauté WhatsApp, il y a un groupe par ville, des auditeurs y proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville, moi je te mets un petit message, un petit coucou et on se voit. Et enfin, sur le site du podcast, tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage. Comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer, en ce moment, je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ou au contraire, des hommes queer plus âgés, au-dessus de 60 ans. Je cherche aussi des hommes trans et queer, des hommes queer asexuels ou aromantiques, des hommes queer kinky, par exemple Puppy Handler, ou le kink des odeurs, et plus généralement, des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça. Mais bon, si tu ne corresponds à aucune de ces catégories, viens quand même proposer ton témoignage et sache que 90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça « Oh, tu sais, je sais pas bien parler » ou « Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire ». Donc, si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes, c'est normal, viens, on s'en parle. Alors, va sur le site du podcast, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.